Nous sommes ce matin à l'émission Un homme et une histoire. Nous sommes reçus dans un cadre inhabituel qui va vous surprendre un peu parce que nous sommes en compagnie de ce grand monsieur qui nous reçoit ce matin chez lui à Adjamé. Nous allons nous tourner vers lui, nous dire bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Présentez-vous aux internautes qui nous suivent ce matin. Merci monsieur. Donc à l'état civil, je suis shérif Habib Ben Salah. Je suis fonctionnaire, administrateur en chef des services financiers, colonel des douanes et conseiller spécial du directeur général des douanes de la Côte d'Ivoire. Okay. Et président d'Adjamé Nouveau. Okay. Merci beaucoup à monsieur Habib Ben Salah de nous recevoir ici au 4, qui est la cour familiale à Adjamé. Nous allons échanger un peu sur votre époque, parce que vous avez marqué votre temps. Mais nous allons chercher à savoir d'abord en quelle année la cour familiale a été construite. La cour familiale a été construite en 1957 par feu mon père, M. Sarah Mohamed Amouza. Il était à l'époque le directeur de l'hôpital de Bassam. Et comme ses parents habitaient pas loin de la mairie d'Adjamé, dans le but de se rapprocher d'eux, parce qu'il avait l'esprit très famille, donc il a acheté donc ce terrain et il a construit en 1957. Et nous avons déménagé ici en 1958, où les deux derniers enfants Salah sont nés. Et comment le quartier était à ce moment-là? Un quartier très tranquille, hein? Moins d'habitants, parce qu'à Adjamé ne s'étendait pas comme ça s'étend aujourd'hui. Donc la population n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui. C'était des familles, des vieilles familles qui se connaissaient depuis des lustres. Donc c'est dans cette ambiance-là que nous, en tout cas, nous avons grandi. Et comment est-ce qu'est arrivé le nom Indépendance Bougou? Indépendant Bougou, c'est en Djoula. Hein, ça veut dire le quartier indépendant. Donc ici, ça s'appelait quartier indépendant parce que ceux qui ont eu les terrains ici où nous sommes et qui y habitaient étaient des intellectuels qui étaient opposés à l'époque, si tu veux, à une certaine lutte et tout, donc on appelait progressistes. Voilà, donc ils se sont démarqués le président Félix Houphouët-Boigny, et ils ont dit nous prendrons notre indépendance avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc ils ont baptisé donc leur quartier pour marquer le coup, quartier indépendant. Et donc naturellement, comme Adjamé est un quartier où il y a beaucoup de malinqués et tout, donc on a au moment qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc pour pouvoir désigner leur quartier, ils disaient indépendant. Donc ça veut dire tout simplement quartier indépendant. D'accord. Nous allons toujours continuer notre causerie parce que vraiment ce monsieur, c'était un douillard qui va nous apprendre beaucoup de choses que nous ne savions pas. Votre premier pas à l'école, c'était en quelle année et puis quelles sont les écoles que vous avez fréquentées? Je suis allé à l'école à la rentrée scolaire en 1962. En septembre 1962, j'ai été inscrit au CP1, au groupe scolaire Satigé Sangaré, qui avait ses démembrements. Et j'ai fait donc mes premiers pas avant l'école primaire à ce qu'on appelait foyer de la femme, qui est aujourd'hui l'équivalent des jardins d'enfants. Donc j'y étais même avec à l'époque ma grande soeur qui est paix à son âme, et la première adjointe au maire, Madame Abiba Diarra, qui est une grande soeur. Donc nous étions ensemble à cette école qu'on appelait foyer de la femme. Donc on a fait là-bas la maternelle en quelque sorte. Ensuite, moi je suis allé au CP1, CP2, où se trouve aujourd'hui, c'était au domicile du maire actuel, M. Farikou Fofana, et Faroukou Soumaoro.
Donc là-bas, il y avait les deux classes, le CP1 et le CP2. Là-bas, j'ai fait donc mes deux premières classes, mes deux premières années du primaire. Ensuite, je suis allé au CE1, CE2 vers la mosquée, on appelait communément école manioc, parce que les gens venaient décharger les maniocs dans les parages. Comme les gens ne savaient pas comment identifier, on appelait ça école manioc, comme aujourd'hui l'école d'Abia qu'on appelle d'ailleurs école Cabri, parce qu'il y avait un vieux là-bas à l'époque qui s'appelait Baraswaka, c'était un Mauritanien, et donc il élevait des cabris. Donc on a donné le nom école Cabri. Et ensuite, pour vous surprendre, comme vous êtes là d'Abras, moi je vais ouvrir votre œil en disant que j'ai fait ma classe de CM1 à Abras. Ah bon? Ouais, j'ai fait ma classe de CM1 à Abras, juste à la montée là, en venant de l'entrée principale là-bas, quand on monte la côte juste avant l'embrassement. Dans le virage, il y a un bâtiment qui était là, donc il y avait voilà, un genre boutique aussi, c'est l'office des classes. C'est là que j'ai fait mon CM1. Voilà, donc je partais d'ici à pied, je traversais les rails, et puis j'allais à l'école. Et après le CM1 là-bas, en 1968-69, je suis donc arrivé au CM2 à Satike Sankaré, dans la grande école où il y avait à côté l'école des filles, où se trouvait donc ma grande sœur, et à son nom, et tout. Donc voilà, donc il y avait le CG garçon, et il y avait Satike Sankaré, CG Aris. Donc là, j'ai eu mon certificat d'études primaires et mon entrée en 6e en 1969. Ok, monsieur Habib, on sent en vous vraiment punch. Vous avez toujours la forme. Vous avez un secret qui montre vraiment savoir, parce qu'on sent encore la jeunesse en vous. Quel est votre secret? Je dirais d'abord que c'est une grâce de Dieu. Mais au-delà de tout, très jeune vraiment, j'étais très sportif. Je jouais beaucoup au football, j'ai pratiqué des arts martiaux jusqu'à des hauts niveaux. Je ne vous dirai pas mon grade, hein, parce que ça risque de vous effrayer. Voilà, mais j'ai pratiqué le taekwondo pendant de très très longues années avant d'aller en France. Mais je suis toujours resté très 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 sportif, très porté sur le football. Le football, j'adore le football. Et j'adore les arts martiaux. Parce que quand on était jeune, on aimait beaucoup se battre, on aimait se mesurer parce que c'était pas, en ce moment-là, on ne dirait pas qu'on s'impose par les idées, on s'imposait plutôt par la force. C'est-à-dire que celui qui arrivait à maîtriser tout le monde était le chef. Voilà, et on le respectait en tant que tel parce qu'on s'est dit, quand il a la force, si on va dans nos quartiers, si on nous attaque, au moins on a un chef qui peut nous défendre. Voilà. Donc je suis resté très sportif. Là je fais mon sport 3 fois, j'ai une salle de sport chez moi à domicile. Et je fais mon sport 1 heure 3 fois par semaine. Et vous continuez toujours jusqu'à aujourd'hui. Et les samedis, je viens jouer au Maracana avec les jeunes gens à Djamé. Voilà, pour passer le temps. Ça c'est très important. Dans le temps, à votre jeunesse, est-ce que vous avez eu des associations dans le quartier où vous organisez des soirées, mais maintenant, vous, à votre temps, on appelle ça pour... Bon, des associations, je ne dirais pas ça comme ça, parce que bon, une association, ça répond à des normes. Voilà, un statut, des règlements et tout, tout. Mais comme on était tous comme des frères, on se connaissait tous, on se fréquentait tous. Donc, chaque fois que les vacances comme ça arrivaient, bon, on se cotisait tant bien que mal, on allait pleurnicher auprès de nos parents pour avoir 25 francs, 50 francs, 100 francs. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup. Hein. C'était, je suis en train de vous dire quand même, c'est des histoires des années 60 et tout. Donc on se cotisait et puis on faisait ce qu'on appelle la boum. Voilà. On n'avait même pas besoin d'invitation parce qu'on était tellement nombreux que nous-mêmes déjà on était les invités. Voilà, donc on invitait nos soeurs, nos amis, et tout et tout. Voilà, tout le monde venait là et puis on faisait la boum. Voilà. Donc on allait à l'Ocodro, on allait couper les palmes pour marquer quand même que ici aujourd'hui il y a une fête. Voilà. Donc on faisait un genre de sas où chacun passait avant de pouvoir rentrer. Donc voilà. Donc il y avait des endroits où on faisait beaucoup de soirées. Il y avait ici chez nous, principalement, il y avait
à côté de la mosquée Cédris. L'immeuble que là, on appelait ça chez Loi Diomandé, parce que Loi Diomandé en était le propriétaire. Ouais. Voilà, donc il y avait beaucoup d'endroits chez les Diabatés, vers la mosquée. Voilà, il y avait des endroits comme ça, quartier rouge, partout, à Dallas. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était ça. Les sucreries étaient à combien à votre temps? C'est de la consommation, voilà, tout ça, c'est à Déjà, je combien? vous dis que quand on faisait le boom, on n'avait rien. Comme je vous ai dit tantôt, on allait pleurnicher auprès des parents pour avoir 10 francs, 25 francs, 50 francs. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'acheter des casiers de sucreries. À l'époque, Tip Top Café ou Limonade de la Gazelle et tout. Donc, ce qu'on faisait, on achetait des sirops, des bouteilles de sirop. Et puis, on mettait dans l'eau, on fait de bonnes bassines de sirop avec de la glace bien fraîche et tout, avec du pain, des macaronis. Et c'est ce qu'on distribuait. Voilà. Pour manger, mais le plus important, ce n'était pas de manger en fait, ou de boire, mais c'était plutôt de se retrouver, partager ce moment de convivialité, de fraternité. Voilà, parce que c'était des moments qui nous rapprochaient davantage. À combien vous vous habillez à votre temps? À combien on s'habillait? Bon, je ne peux pas vous dire, mais à l'époque, les tissus que nous on portait comme pantalon, c'était ce qu'on appelait les tissus d'acron. Bon, je ne sais même plus, peut-être que le mètre coûtait 500 francs. Donc avec 1,25 m, peut-être à peine 750 francs. Voilà, tu avais 1,5 m, tu pouvais te confectionner un pantalon que le tailleur te cousait peut-être à 700 francs ou 1000 francs. Voilà. Donc on s'habillait vraiment simplement. On n'avait pas les moyens d'aller chez Raoul de Brie ou à la Rotonde. Voilà, donc vraiment on allait chez les Libanais. On achetait nos tissus d'acron, on confectionnait nos pantalons, nos chemises. Il y avait des jeunes tailleurs dans le quartier qui étaient de très bons tailleurs et tout, et qui auraient aujourd'hui leur place même encore ici, parce que vraiment à l'époque, ils faisaient de très 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 bonnes choses. Et ils suivaient la mode. Et les cinémas, les salles de cinéma, à combien? Les salles de cinéma. Vous rentrez à combien? Et puis il y avait combien de salles de cinéma? Attends, il y avait beaucoup de salles de cinéma. Mais nous, on fréquentait principalement 3 cinémas. Principalement. Le cinéma Vogue à Dallas, le cinéma Luxe, qui était vraiment le cinéma qu'on fréquentait le plus, ou le cinéma El Hadj, qui est aujourd'hui à côté du marché. Sinon, il y a d'autres cinémas comme Roxy, Royal, à Broma côté, et ainsi de suite. Donc, même au 220, il y avait Liberté. Il y avait beaucoup de cinémas à Djamé, mais nous, principalement, c'est ça, ces cinémas-là que nous fréquentions. Et les coûts étaient, si j'ai bonne mémoire, peut-être 15 francs, 20 francs, voilà. Mais à l'époque, c'était déjà cher. Et comme les parents ne voulaient pas qu'on aille au cinéma, forcément, bon, on était obligé de se cacher. Il y avait même des séances de 10 heures. Donc le dimanche matin, tu te lèves, tu fais quand tu vas jouer au football, tu as envie d'aller voir Django. Voilà, tu vas au cinéma Luxe, là, tu payes ton machin, tu rentres à 10h, à midi, tu sors, c'est une venue connue. Mais pour ça aussi, il fallait avoir de l'argent. Donc on se promenait dans les quartiers, on allait creuser des endroits pour chercher des bouteilles, qu'on allait vendre chez les Aoussa à 10 francs, 15 francs, pour pouvoir avoir notre argent de cinéma. Le transport était à combien lorsque vous empruntez peut-être soit de bus, soit est-ce que le Waro existait en ce temps? Bon, pas véritablement pour nous. Le Waro n'existait pas. Il y avait plutôt ce qu'on appelait les 1000 kilos, les super galions, qui faisaient les transports intercommunaux, c'est-à-dire à Djamé, à Bobo, à Naman, et tout. C'est ce qu'on appelait les 1000 kilos, c'était les super galions. Voilà, aujourd'hui, c'est les Dina qui ont remplacé ces camions-là. Et tout, sinon c'était les bus qui étaient là. Mais nous, on empruntait très très peu les bus, parce que les bus étaient à 15 francs ou 20 francs. Mais comme on fréquentait dans la commune, voilà, on était tout le temps, on allait en groupe à l'école, on marchait, on papotait, on passait devant les cours, on saluait les parents, voilà. Donc, on empruntait, quand on voulait emmerder les contrôleurs de bus, voilà, on allait se mettre à l'arrêt
on disait, bon, on va voler le bus aujourd'hui. Mais en fait, les contrôleurs de bus, même, bon, on était des enfants. Bon, c'est pas nous, ils vont attraper. Donc, même quand ils contrôlent, ils ne s'occupaient pas vraiment de nous. On prenait le bus devant 3 étages et on descendait devant le commissariat du 3e arrondissement. Et puis, on allait donc à l'école. Ça, c'est ça. Votre permis de conduire, vous l'avez obtenu en quelle année? En juin 1976, ça fait 44 ans, mon permis a 44 ans. Donc c'est peut-être votre âge, ou peut-être bien plus âgé que vous. Oui. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà. Donc j'ai eu mon permis à l'âge de 18 ans. À l'âge de 20 ans. En 1976, j'avais 20 ans. Donc à l'âge de 20 ans. Donc, mais avant ça, avant que je n'ai le permis. Comment vous avez appris à conduire? J'ai appris à conduire avec des grands frères qui avaient le permis. Donc comme on avait la chance d'avoir des parents qui avaient un peu de moyens, donc on avait des véhicules à la maison. Donc quand on sortait avec, bon, loin des regards des policiers, des machins, ils nous donnaient le volant et bon, ils nous apprenaient un peu. Donc on a commencé notre apprentissage avec donc, nos aînés et tout. Et puis ensuite, moi-même, j'étais très friand de moto. Donc j'avais une moto à vitesse, donc qui facilitait aussi, qui a facilité aussi ma connaissance dans les mouvements d'embrayage, de débrayage et ainsi de suite. Comment passer les vitesses, il faut appuyer l'embrayage, il faut passer ainsi de suite. Donc ça m'a facilité vraiment les choses. Et je dirais même que j'ai eu mon permis en même temps que mon deuxième grand frère. Bon. Voilà. Donc, pour vous dire, lui, il avait déjà le bac, il s'apprêtait à aller en France, et on a eu le permis ensemble en 1976. Nous allons vraiment attaquer une autre partie de notre causerie qui va peut-être nous faire rire un peu. Lorsque vous allez au Banco, quelle était la réaction de vos parents? Le Banco était le lieu que tous les enfants de notre époque aimaient fréquenter. Mais naturellement, vous comprendrez que c'est de l'eau. Et nos parents, ne sachant pas que nous, on savait nager, parce qu'ils ne nous ont jamais appris à nager, s'inquiétaient naturellement du fait qu'on pourrait se noyer. Mais à cette époque-là, donc quand nous on allait au Banco, quand on revenait, on pensait qu'on était cachés. Mais dès que nos parents nous voyaient, ils savaient qu'on venait du Banco. Et comment? Parce qu'on avait des taches blanches sur nous, que nous-mêmes on ne voyait pas. Voilà, puisque quand tu te lavais dans l'eau, après le sel a séché sur toi un peu, ou un machin, donc tu as des taches blanches sur toi. Tout ce que tu avais dans la lagune. Voilà. Et donc on nous chicotait comme pas possible. Et tout. Mais bon, ça c'était l'enfance, hein. C'est un peu l'inconscience, l'insouciance même, je dirais. Donc on ne percevait pas le danger. Donc on allait, pour nous c'était des moments de se retrouver, de s'éclater, de s'amuser. C'est notre façon à nous de s'amuser. Voilà. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, chez vous, ici, à votre niveau, lorsque vous étiez encore dans la jeunesse, comment est-ce que ça se passait au niveau d'ici? L'organisation, comment ça se passait? Bon, je dirais qu'il n'y avait pas d'organisation particulière, mais toutes les populations faisaient de l'indépendance leur affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand le 7 août arrivait, toutes les familles mettaient le drapeau de la République de Côte d'Ivoire devant leur maison. Déjà pour montrer leur esprit de patriotisme et tout. Et chacun balayait devant sa cour pour rendre la commune propre et tout. C'était des signes vraiment qui sont restés gravés dans notre mémoire. Voilà. C'est-à-dire qu'à travers ces gestes-là, nos parents montraient qu'ils étaient fiers de leur pays. Qu'ils étaient fiers de la liberté qu'on avait pu obtenir à travers l'indépendance. Donc chacun, de la plus belle façon, allait s'acheter un drapeau et mettait ça de façon très fière devant sa maison. Balayait devant chez lui pour montrer aux gens que voilà, aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tout doit être propre, tout doit être bien. Voilà. Donc, nous sommes beaucoup suivis depuis l'Italie
Voilà, nous avons un internaute vraiment qui voulait savoir. Il se nomme Aladji Bané, voilà, depuis l'Italie, voilà, que je salue de passage. Il dit, monsieur Ben Habib, il dit, est-ce que vous êtes parent à l'international Ouma Ben Salah? Oui, je suis l'aîné de Ouma Ben Salah. Ouma Ben Salah, c'est le dernier de notre famille. Tout à l'heure, c'est vrai qu'en introduction, quand vous m'avez posé la question de savoir en quelle année nous avons construit cette maison déménagée ici, et je vous ai dit que mes deux derniers petits frères y étaient nés. Voilà, Ouma, c'est le dernier de la famille de Salah. Donc, il est né ici, voilà, le 2 juillet 1964. Voilà, donc c'est notre dernier. Comme le Djoula dit, c'est le Laré. Oui. Et c'est pour ça que ma mère, qui était très, 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 très dure avec nous en termes d'éducation, l'a laissé faire. C'est le seul que ma mère a laissé faire. Sinon, nous, on nous bastonnait parce qu'il fallait qu'on aille à l'école. Mais lui, il a commencé à jouer au football. La vieille l'a laissé. Et puis voilà. Est-ce que c'est pas parce qu'il était de chouchou? Ben, je pense que c'est parce qu'il était le dernier. Donc, et puis la vieille aussi, comme on dit, la vieille, elle avait vieilli. Bon, c'était plus la même chose. Voilà. Donc, elle était devenue peut-être beaucoup plus sage, beaucoup plus tolérante. Voilà. Donc, elle le voyait fragile peut-être. Bon, elle acceptait ses caprices. On le surnommait même le roi des rails. Parce qu'il passait son temps à chasser les oiseaux sur les rails. On l'appelait le roi des rails. Ok. Aladji Bané, donc voici un peu la réponse de monsieur le colonel Habib Ben Salah, voilà, pour la question que vous avez posée concernant le lien familial avec Ouma Ben Salah. La deuxième question, que pensez-vous de cette pandémie du coronavirus? Et c'est toujours Aladji Bané. Ça, c'est une question qui pose. C'est une pandémie, comme lui-même il dit. Quand on dit pandémie, ça veut dire que c'est quelque chose qui frappe le monde entier. Et c'est quelque chose d'assez sérieux. Alors nous n'avons pas cherché à rentrer dans des explications ou dans des recherches scientifiques. Nous subissons. Et aujourd'hui, nos gouvernements ont pris des décisions. Et je crois qu'il faut appliquer à la lettre ces décisions-là. Rester au maximum ce soir, quand on n'a pas grand-chose à faire ou quelque chose d'utile à faire dehors, se laver vraiment régulièrement les mains, respecter les distances, porter si possible un masque, et ainsi de suite. Donc vraiment respecter les mesures barrières et tout. C'est ce qui peut nous aider vraiment à vaincre cette pandémie-là. Le monde a connu des pandémies. Aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, peut-être que ce virus-là, il est moins virulent que d'autres virus qu'on a connus. Voilà, parce que quand on regarde depuis le temps où ça a commencé, tu regardes le nombre de morts, c'est vrai, je m'incline devant tous ces morts, mais la grippe espagnole a tué beaucoup plus de monde en moins de temps que ça. Mais je dis peut-être qu'en ce moment-là aussi, la médecine n'avait pas atteint un certain niveau. Donc il faut que nous prenions ça au sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. Ça implique que chacun, à son niveau, prenne sa part de responsabilité. Parce que c'est nous qui véhiculons le virus. Le virus, c'est pas, c'est nous qui le véhiculons. Donc, dans un environnement où tout était collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon éducation ne s'est pas faite seulement par ma famille biologique. Mon éducation s'est faite par toutes les autres familles qui étaient ici à Djamé. Ça veut dire que chaque famille veillait sur les enfants des autres. L'éducation était collective. Et ça faisait que on ne pouvait pas se permettre certaines choses. On ne pouvait pas, par exemple, se permettre d'être dans les rues un lundi ou un mardi, jour de classe. Les parents vont t'interpeller, mais aujourd'hui c'est jour de classe. Toi tu es ici, tu fais quoi? Tu ne vas pas à l'école? Tu es l'enfant de qui? Et on cherche tes parents. On cherche tes parents. Et on te prend par les oreilles. On peut te traîner. Placer dans les familles pour cadrer les enfants tous les jours. Par exemple, quelque chose que les familles leur verseront. Eux-mêmes, ça va leur faire une intégration. Ça va leur permettre de se faire en charge. Et en même temps, on permettre à l'enfant d'être mieux encadré. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez
effectifs de classe, c'est pléthorique. Donc, c'est difficile pour un instituteur de pouvoir, un enseignant de pouvoir donner un encadrement vraiment correct. Donc, il faut aller donc, au niveau des familles pour penser à un encadrement supplémentaire pour encadrer plus beaucoup plus de cadres que nous avons déjà dans l'État. Parce que l'éducation nationale a donné beaucoup de cadres. Colonel, le fait que vous êtes très ouvert, donc en tant que président de l'Académie Nouveau, Inch'Allah, il s'est ouvert pour une question à cette jeunesse parce qu'ils ont en besoin de vous. Nous avons des inconnues parce que nous sommes beaucoup suivis. Nous avons M. Kouka Hamza. Il dit pour vous, est-il difficile aujourd'hui pour un jeune Gadiamé de réussir dans le sport? Je dirais oui. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt dans mon intervention, j'ai dit l'encadrement que nous avons eu, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas. On assiste à la démission des parents. Donc quand les parents ne peuvent pas donner une éducation rigoureuse à un enfant, il est difficile à l'enfant d'apporter un chemin. Surtout que quand on est enfant, on n'a pas encore la possibilité de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc on est insouciant, on fait ce que les autres enfants font. Donc il faut que les enfants, les parents deviennent les valeurs que nous avons. Et c'est ça le but de l'Académie Nouveau. Parce que tout ce qui a à l'Académie Nouveau, ce qu'on les voit sont des parents. Et on leur dit, voici ce que nous attendons de vous. Donc il faut que, voilà, parce que quand moi je viens ici du travail, je viens dans ma cour familiale, je vois aujourd'hui tous ces enfants en train de jouer là. J'ai mal au cœur et j'ai peur. Regardez aujourd'hui quand vous allez sortir, vous allez trouver plus de 30-40 gosses en train de jouer au football, alors qu'on dit qu'il y a une pandémie. On ne sait pas où ça se trouve. C'est un virus qui est partout. Donc vous voyez que ce sont nos enfants. Mais si on ne peut pas les dire, non, n'allez pas pour rassembler là-bas pour jouer au ballon aujourd'hui, pour telle raison, et les animaux à comprendre ça. C'est une communication. Il faut que les parents reprennent leur place de parents d'éducateurs qui permettent à nos enfants d'être meilleurs de ce qu'ils sont. Parce que moi, je ne vous cache pas, moi j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon travail, de corriger des mémoires des gens titulaires du BTS. C'est la catastrophe. Je me demande si ils ont même le niveau de la classe. Parce que un Français, un Français, c'est impensable pour quelqu'un qui a le bac et même mieux un brevet de technicien. Donc aujourd'hui, parce que la réussite c'est la carrière. Et aujourd'hui, les enfants de la Gambie sont dans ces cas. C'est partout, hein. La Gambie c'est encore plus grave. Parce que ici, les gens sont passés de choses, et toi tu peux pas dire à ton enfant ne fais pas ça, alors que tous les enfants des voisins font ça. Et c'est ça qui devient la règle. Quand tu parles, les enfants des autres là, ils font ça. Mais non, c'est pas parce que je fais que c'est bon. Voilà. Donc toi tu peux dire à ton enfant, ne fais pas ça, parce que ce qu'ils font, c'est pas bon. Et donc quand tu as l'occasion de parler à tes voisins, tu leur dis à tes enfants, que ce qu'ils font, c'est pas bon. Les amis là restent chez eux. Ils n'ont pas pour aller marcher, même si l'école est fermée, l'école n'est pas pour autant arrêtée. On va les demander de reprendre un jour. Donc, continue de les encadrer à la maison, qu'ils étudient. Même si c'est 2-3 heures par jour, il faut qu'ils le fassent. Après, ils ont le temps de s'amuser. La deuxième question du Hamza, du colonel, vous aimez les armes à feu. À quelle ceinture vous êtes arrivé? À quelle ceinture? J'étais déjà ceinture noire. Les dames, ça c'est quelque chose. J'étais déjà une bête. C'est ce que vous faisiez, vous n'avez pas dit officiellement à la grande loge en Corée, donc on appelle le Kikuron.
Donc tous ceux qui sont considérés comme maîtres sont identifiés là-bas et on leur remet un diplôme que j'ai eu l'honneur d'avoir. Donc je suis un maître de taekwondo. Voilà, c'est une société noire. Donc c'est que vous pouvez venir s'inscrire. Bon, je n'ai pas de salle pour dispenser des cours, mais sinon je pourrais vous orienter. Ok, colonel, voilà, nous n'allons pas terminer cette émission sans que vous adressiez à cette jeunesse qui s'adonne à beaucoup de choses aujourd'hui. Et vraiment, en tant que président d'Adjamé Nouveau, vraiment, vous avez un message à leur prodiger, vraiment, ça va leur faire plaisir. Ils en ont besoin. À cette jeunesse, je dirais tout simplement que il faut, dans la vie, chacun doit se donner un objectif. Quand on se donne un objectif, on va se donner le moyen pour pouvoir atteindre cet objectif. Les amusements, tout le monde en a fait. On a tous été jeunes, on s'est tous amusés. Mais la vie va au-delà de l'amusement. Donc, à cette jeunesse aujourd'hui qui est en train de se disperser et de se détruire dans la boisson, dans la drogue, je dirais vraiment de se ressaisir et puis d'essayer de comprendre comment il peut donner un sens à la vie, se donner des objectifs. Et puis, nous sommes des aînés. Nous sommes nombreux à gagner ici. Dieu merci que Dieu a aidé à être où ils sont. De venir vers nous pour avoir des conseils, pour avoir des aides, pour les orienter, pour les aider et tout. Voilà. Donc, mais je ne pourrais pas terminer cette interview sans parler de la présence de Dieu dans la vie de tout ça. Ça, c'est très important. Voilà. Je dis que moi, aujourd'hui, je suis colonel, je suis parti à l'école avec beaucoup de gens à Djamé qui n'ont pas eu peut-être la même chance que moi. D'autres aussi ont eu peut-être plus que moi. Mais je dis tout ça, c'est le fait de Dieu. Quand tu t'es fixé un objectif, et que tu as mis Dieu au centre de ta vie, que tu te bats, comme le grand directeur de cette miracle de Dieu, je dirais que cette phrase est une phrase que chacun devrait s'approprier, l'analyser pour bien la comprendre, parce qu'elle est mystique, elle est philosophique. Et dans cette phrase, beaucoup de gens peuvent trouver de complexe de la vie pour aller à l'avant. Aujourd'hui, on vit une pandémie qui adresse toute la population d'Adjamé, notamment parce qu'il y a une société derrière, qu'il faut que nous respections ce que nos gouvernants ont décidé. Nous respectons les mesures barrières, nous avons le gouvernement nous-mêmes qui sont dans le coude, nous dormions dans le coude. Respectons les distances de 1 mètre par 1 mètre 50. Refusons de nous retrouver dans des regroupements de plus de, moi je dirais, de 20 personnes. Le gouvernement est 50, mais tant qu'on peut se retrouver en nombre réduit, c'est nettement mieux parce que ça nous permet de faire cette situation. On s'adresse aussi aux familles. Que chaque père, chaque mère prenne sa part de responsabilité dans l'éducation de nos enfants, dans l'encadrement de nos enfants. Aujourd'hui, sur le stade de la pandémie, il serait bon que chaque famille aujourd'hui puisse demander à son enfant de rester à la maison. L'école est fermée, ce n'est pas que l'école s'est arrêtée. Ils ont besoin de tenir le cap pour que demain, à la reprise, ils ne soient pas effacés. Donc, vraiment, voilà le message que je consacre au moins
2 à 3 heures d'études par jour avant de me laisser donc voilà, ça je vais passer. Nous étions en compagnie de monsieur le colonel Abdi Ben Salah qui nous a reçus vraiment ce matin. Vraiment, on est très heureux d'être avec vous ce matin et vraiment en parlant surtout de votre époque. Et puis aujourd'hui, le président d'Agamé Nouveau, vraiment nous sommes fiers de vous et nous disons toujours merci encore de nous recevoir chez nous. Et nous n'allons pas terminer aussi cette émission sans remercier cette personne qui nous accompagne. Nous allons parler d'abord de Kinan Confection, de Ibissa Confection, Anifa Sal. Nous allons parler aussi de Djiliba Imprimerie, que je salue de passage. Et M. Djilibema à la caméra que je salue. Et la pupille de la voix de l'air d'Abrace, M. Chouet Beibou. Merci et rendez-vous à mardi prochain.